Bien le bonjour chez vous en ce mardi 12 janvier 2021. Eh bien, c'est un matin plein de bonheur qui s'installe chez vous pendant 90 minutes. Eh bien, 90 minutes à travers lesquelles nous allons parcourir plusieurs sujets. À mes côtés, bonjour Alix. Bonjour Angeval et bonjour chez vous à la maison. Bienvenue à votre programme matinal. On espère que depuis le réveil ou l'ouverture même de vos paupières, vous êtes assis à nous attendre et le générique est passé. On va commencer donc de concert cette journée avec beaucoup de bonne humeur et de l'entrain à mettre au travail. Coucou à l'équipe de Matin Bonheur, je suis Dani Cristal et vous me recevez depuis l'Angleterre. Ma routine du matin, elle est très simple, je me réveille, petite prière, petit étirement, hein, et puis avec la nostalgie du pays, forcé à checker poisson obligé, petit déjeuner obligé. Et après, on va quand à nos occupations, et puis après, il fait froid, le pain est maussade, mais on vous suit depuis l'Angleterre. Big up à vous, big up à toute l'équipe. Hein. Matin bonheur, ça fait du bien. Voilà, Matin Bonheur, ça fait du bien et on espère que ça vous fait du bien à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. À l'instant, Dani Cristal, qui est animatrice radio-télé du côté de l'Angleterre et qui suit Matin Bonheur, comme aussi toutes ces personnes à qui on dit merci pour cette belle considération et cette belle fidélité. Eh oui, avec le digital, c'est la cavalcade à vitesse grand V, n'est-ce pas? Déjà, nous en sommes en début d'année et ça fuse de partout. Oui. Monsieur Goué, bonjour. Bonjour Alice, bonne année. Bonjour Angeval, bonne année. Bonjour Merci. Téléspectateurs et bonne année à eux. Ouais, Alors, bonne année digitale à vous. exactement. On n'en est qu'au 12e jour. La semaine d'avant, nous parlions de, on va dire des actualités digitales en tant que, donc les tendances digitales en tant que fonctionnalité nouvelle, Oui. en tant que fonctionnalité logicielle sur les différentes plateformes qu'on a. Aujourd'hui, on va parler donc des tendances en tant que pratique, en tant qu'usage nouveau qu'on va avoir. Donc, première tendance, ce sont le remixing. Dans le remixing, qui est donc une technique, on va dire, des utilisateurs donc, de Facebook et des différents réseaux sociaux, qui consiste donc à reprendre des éléments existants, des formats existants, dans une espèce de parodie, voilà, en y ajoutant une touche au personnel. Donc la reine donc, du remixing chez nous, c'est notre sœur Emma Loès. Donc avec sa chaîne TikTok, elle reprend très souvent des passages de comédiens ou alors d'artistes, des petits ratés qu'elle reprend avec une touche au personnel à elle. La différence entre le remixing et puis la fonctionnalité même du canal TikTok, c'est quoi? Alors, TikTok est basé justement sur le remixing. C'est des petites vidéos courtes d'une minute maximum. L'idée, c'est de s'associer à quelque chose qui existe en y ajoutant sa touche personnelle, en la personnalisant soit à travers sa voix, ou alors à travers des gestuels. C'est du doublage finalement? C'est du doublage avec un petit accent comique derrière. Une note d'humour. Une note d'humour, merci. Alors, en 2020, par exemple, on a vu, au cœur même de cette crise sanitaire de Covid-19, on a eu TikTok, TikTok qui nous a permis de souffler. Ouais. Vous pensez qu'aujourd'hui, en 2021, eh bien, TikTok, on peut vraiment lui concéder cette longue durée de vie là? TikTok est parti pour durer et surtout parti pour monter en puissance parce que l'un des phénomènes qu'on va observer beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'UGC, donc l'User Generated Content, qui est en fait la création de contenu par les utilisateurs. Et l'un des réseaux sociaux qui permet justement cette création de contenu, c'est TikTok. Facebook est un peu plus, on va dire, difficile à manipuler en termes de création de contenu. TikTok, c'est pratique avec les filtres qui vous permettent donc d'ajouter. Donc ça va très vite avec TikTok et c'est parti pour durer. Donc la viabilité de TikTok n'est pas à remettre en cause ici? Absolument pas. Bien au contraire, elle va constituer une grande dans les 2-3 ans à venir. Alors, toujours au titre des innovations, qu'est-ce qu'on a? Après, donc,
après le home sync, nous avons à côté la bonne vieille story, les stories, les vidéos courtes. L'idée des stories, c'est de plus en plus on est distancé, on n'a plus le temps de voir forcément nos amis. Donc l'idée des stories, c'est de permettre de compter, notre journée partagée avec des amis. C'est la nouvelle forme narrative en fait, mais une forme narrative en termes de vidéo et en termes de fichiers JPEG, donc d'images, qui permet donc de dire ce qu'on est en train de faire, de quelque chose qui nous a marqué au cours de la journée, en 24 heures, donc partager cette actualité-là avec nos abonnés. Et donc cette tendance-là est partie également pour durer. Elle va encore plus permettre à certaines marques donc, de raconter des histoires. Vous savez, grâce à Instagram, il y a la possibilité de créer, on va dire, sur une série peut-être de 10 images, raconter une histoire rien qu'avec des visuels. Et c'est des tendances qu'on va retrouver de plus en plus en 2021. C'est très important ce que vous nous dites parce que, on va dire, le mode d'opération, c'est de raconter une histoire qui a une succession. Exactement. Donc, il faudrait que les images aussi puissent être dans cette cohérence là où la vidéo. Vous allez voir... Donc, si quelqu'un est hors de ce circuit-là, il est en train de tout mélanger, c'est ça? Non, pas forcément. L'idée des stories, c'est de dire ce qu'on est en train de faire. Donc, raconter vous voyez, story en anglais, c'est pour dire histoire, justement. Oui. L'idée, c'est de raconter l'histoire à la base. Mais on permet en fait aux utilisateurs de pouvoir dire ce que je suis en train de faire. Là, je suis à un plateau télé, je peux faire un selfie avec Angeval et dire voilà ce que je suis en train de faire. Donc, c'est de partager mon actualité, j'ai envie de dire, à l'instant T. Justement, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'instantanéité, c'est l'immédiateté. Donc, c'est de partager ces choses-là en 24 heures à nos abonnés pour leur donner de nos nouvelles, en fait. Ouais, combien de minutes, généralement Alors, ça dépend des plateformes, mais en général, oui, ça dépend des plateformes. En général, nous sommes dans 20 secondes pour LinkedIn, nous sommes dans 30 secondes je crois, 30 et 60 secondes pour TikTok, et pareil pour Facebook, Instagram. Donc, ça dépend, en fait, des plateformes, mais globalement, c'est moins d'une minute. Et vous avez parlé de quelque chose de très important, à savoir l'actualité. C'est ça. Bon, on a dans nos galeries des photos, peut-être qu'on n'a pas postées à l'instant T. Est-ce que ça fait, j'ai envie de dire, ça fait de réchauffer les photos? Vous savez, si tant est qu'on a une belle histoire aussi à raconter. De marketing, dans mon domaine, pas de marketing, de la nostalgie. Et très souvent, le marketing de la nostalgie naît en fait des crises, juste après les crises. On a vu la grande crise, la grande dépression des années 2000. Juste après, on a vu beaucoup de personnes qui ont partagé les anciens modes de vie et tout ça. C'est pareil, en fait, avec la crise du coronavirus, vous allez voir les personnes qui sont confinées et tout ça. Donc, on a la nostalgie des choses qu'on avait l'habitude de faire, qu'on ne fait plus. Donc, ça a du sens que moi, je partage une photo où j'étais avec mes potes au quartier, on se tapait les mains, on s'embrassait, on faisait des accolades. Et qu'aujourd'hui, je partage ça. J'ai cette nostalgie donc, de cette habitude-là. Donc, ça a du sens que c'est toujours pertinent. Pertinent. Il faut choisir son angle de traitement et tout faire. Exactement. Alors, M. Guye-Konan, avec vous, on rappelle que nous parlons des grandes tendances digitales 2021. On parle de ces réseaux sociaux, on a TikTok et tout. C'est ça. Mais on va peut-être revenir là-dessus avant la fin de nos échanges. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être du téléphone qui est utilisé pour pouvoir avoir tous ces réseaux et toutes ces applications? Est-ce que 2021 serait peut-être aussi l'année du téléphone pliable? On a vu cette technologie-là qui commence à revenir un peu. C'est ça, du côté de, pour ne pas citer peut-être une marque. Oui, pas de publicité. Voilà, je pense que il y a une marque de téléphone qui avait donc, je crois, il y a un an, 2019-2018 déjà, avait commencé à avoir ce type de téléphone avec des écrans pliables. Est-ce qu'on va retrouver ça en 2021? Je ne saurais dire, puisque je ne suis pas vraiment dans la R&D, donc la recherche et développement donc, de ces marques-là. Mais rien n'est impossible en termes d'innovation. Et toutes les marques de téléphonie, enfin de fabrication de téléphones, se livrent donc une concurrence farouche déjà pour se différencier et apporter beaucoup plus de fonctionnalités aux utilisateurs. Mais de mon avis personnel, l'innovation ne viendra pas côté, j'ai envie de dire, hard, donc c'est-à-dire côté appareil, donc ça va venir côté logiciel, donc côté système d'exploitation. On va beaucoup plus chercher à avoir des téléphones performants qui vous permettent une connectivité rapide. Donc vous allez voir beaucoup plus, comme je le disais, on va vers beaucoup plus de la création de contenu vidéo. Donc on a besoin de téléphones qui puissent lire des vidéos assez rapidement. Vous voyez, 10 ans en arrière, on avait pour lire une vidéo de 30 secondes, il fallait mettre quasiment 1 heure pour qu'elle télécharge et tout ça. Donc on va vers ces téléphones-là qui, en instantané, vont permettre de lire des vidéos téléchargées et lire. Donc notamment avec l'arrivée de la 5G dans les pays comme la France et autres.
c'est beaucoup plus dans ce thème-là qu'on va avoir des innovations. Mais en termes d'appareils, on va peut-être rester sur des petits designs qui changent, mais globalement, on devait rester dans ce qu'on connaît déjà. Là, voilà, on est toujours dans la recherche pour pouvoir appâter les consommateurs. C'est ça. Mais au niveau de la 5G ou même de la connectivité dont vous parlez, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que nous, au niveau beaucoup plus restreint ici en Côte d'Ivoire, on pourrait rêver de pouvoir aussi côtoyer les étoiles. C'est créer des téléphonies, des maisons de téléphonie, mais je n'en sais pas grand-chose, hein, honnêtement. Mais vous savez, la plupart des maisons téléphoniques qu'on a, soit elles sont, on arrive à un stade où il faudrait plus qu'on soit de la France ou alors de l'Afrique du Sud. Donc, si on parle de 5G dans ces pays-là, il faut s'attendre à ce que dans les 2-3 ans à venir, nous aussi, on puissions avoir la 5G. Il faut qu'on soit toujours en retard. On ne peut pas arriver en même temps, en instant. Quelqu'un me disait, on n'a même pas réussi à encore installer, à profiter de la 4G. Pourquoi voulons qu'on aille à la 5G? Ça va arriver, mais il faut pas le dire. Il faut pas dire qu'en 2021, nous aurons la 5G. On parle des pays pas trop loin, comme le Togo et tout. Qui ont la 5G. Ah bon, ça vous m'informe, mais je ne sais pas, mais je trouverais en fait un peu trop ambitieux là qu'on ait la 5G parce que la 5G c'est pas juste donc la technologie, il y a toute l'infrastructure en termes d'installation qu'il faut. Les maisons de téléphonie ont fait de gros investissements en termes d'installation déjà pour la 4G. Si on n'a pas rentabilisé qu'on mette la 5G, je ne suis pas sûr que dans les années, en 2021, nous puissions avoir la 5G. Non. Eh oui, notre rubrique Code citoyen qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs semaines avec pour intervenant aujourd'hui Monsieur Sidibé Bakari qui est conseiller technique au civisme et à la citoyenneté. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement des causes et des conséquences de l'incivisme. Alors, déjà défini l'incivisme. Merci madame. Je vous en prie. Et au nom de monsieur le secrétaire d'État chargé du service civique, nous voudrions bien remercier monsieur le directeur général de la RTI et toute l'équipe de Matin Bonheur pour cette opportunité que vous nous offrez pour faire la promotion de la culture civique et donc formater dans l'esprit civique de nos concitoyens. Alors, pour parler de l'incivisme, nous allons commencer par le civisme. Tout à fait. Parce que c'est la négation, on pourrait le dire, donc du civisme. Le civisme, c'est le bon comportement, en un mot. Le bon comportement. Et le civisme renvoie, en d'autres termes, à ce comportement, à la bonne conduite donc, du citoyen envers la communauté et l'État. Et le civisme a 4 principes. Le premier principe, c'est le respect des institutions. Le respect des institutions renvoie au respect donc, de la loi fondamentale, à tous les règlements, tous les textes législatifs, les décrets, les ordonnances, les codes, les conventions. Ensuite, la connaissance des institutions de la République et le respect des personnalités qui les incarnent. Premier principe. Le deuxième principe, c'est le dévouement pour sa nation qui confère la conscience d'appartenir à une communauté. Et ce dévouement à la nation implique la participation citoyenne à travers donc, le bénévolat, à travers donc, le volontariat. Le troisième principe, le respect de la chose publique qui renvoie donc à la bonne gouvernance. La bonne gouvernance en termes de sauvegarde des acquis et en termes de bonne gestion donc, des ressources publiques. Et le quatrième principe, c'est la solidarité nationale qui renvoie donc à la diversité, qui renvoie donc au pluralisme. Donc, tout citoyen qui respecte ces 4 principes fait preuve de civisme. Et tout citoyen, évidemment, qui se met en marge des règles qui régissent la communauté et l'État fait preuve d'incivisme. Voilà, ainsi résumé, ce que c'est que le civisme et l'incivisme. Alors, monsieur Sidibé, on a aisément compris ce que c'est que l'incivisme et tout. Alors, c'est quoi les causes de ce mauvais comportement? Alors, les causes de l'incivisme, le secrétariat d'État chargé du service civique, lorsque ce secrétariat a été créé, monsieur le secrétaire d'État a commis donc son cabinet pour faire une étude. Et cette étude révèle
cette étude menée à travers donc, les ministères, les secrétariats d'État conduit du 11 décembre 2018 au 12 mars 2019 avec 800 fonctionnaires de l'administration. L'analyse de la situation révèle que l'incivisme est dû à plusieurs facteurs résumés comme suit. Je ne sais pas si la caméra... Oui, on voit ce camembert. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-nous le décrypter? Voilà. Alors, le premier, c'est le non-respect, la non-application des lois de la République. Alors, et nous avons cherché à savoir pourquoi les lois de la République ne sont pas appliquées. Le premier facteur, c'est la méconnaissance de ces lois. Lorsque nous prenons les chiffres du recensement de la population de 2014, on se rend bien compte que la population ivoirienne est composée de 49% d'hommes analphabètes et à peu près 63% de femmes analphabètes. Du coup, la population a du mal, n'est-ce pas, à aller vers l'information, à connaître effectivement le contenu de tous les tests et leurs implications. Par ailleurs, il se trouve que nous avons des efforts effectivement à faire quant à la vulgarisation donc, du contenu donc, de certaines lois. Vous demander, et aussi, qu'est-ce qui est fait au circuit inversé? Oui, bien sûr. Donc, il y a que c'est dans les deux tendances. Au niveau donc, de la population, que la population soit sensibilisée à aller vers l'information, très souvent, n'étant pas informée des moyens de recours ou alors des structures en charge effectivement donc, de faire donc, la promotion donc, des lois, on donne des interprétations. On fait donc des interprétations et on prend donc une position. Donc c'est dans les deux sens. La population doit chercher à connaître donc, les lois en allant vers les structures qui disposent donc, effectivement donc, de ces lois. Et nous sommes en train donc de recenser et mettre en ligne une forme de bibliothèque de référence où la population pourra aller et s'informer, pourra aller pour avoir toutes les informations concernant donc tout ce qui est formation civique et citoyenne. Alors, monsieur Sidibé, tout à l'heure, vous nous avez fait un bel état des lieux, hein, comme quoi on avait quand même une grande proportion de personnes analphabètes, donc qui forcément n'est pas au fait des usages et on va dire même de la démarche d'aller s'informer. J'ai envie de saisir la balle au bon. Là, nous avons les législatives. Et donc, nous avons les représentants même de la nation qui incarnent ces lois-là. Elles sont normalement constituées dans chaque région. Donc, qu'est-ce qu'elles font, hein, vous, de votre position qui est un peu de réguler, qu'est-ce qu'elles font pour pouvoir apporter l'information aux populations? Oui, le secrétariat d'État a pour rôle, effectivement, de faire connaître, de faire donc la promotion de la culture démocratique, à travers donc l'information, la sensibilisation, et aussi à travers des actions terrain, des actions donc communautaires. Et nous avons, durant donc les années 2018, 2019 et 2020, fait donc des campagnes de sensibilisation sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la formation. L'information, comme actuellement vous permettez au secrétariat d'État de véhiculer donc les informations, ce qu'il faut faire, c'est la formation, l'information auprès donc, de nos concitoyens pour que ces concitoyens s'imprègnent donc du contenu de chaque décision prise. Et dans cette mise en œuvre, là, vous en êtes où? Nous avons déjà fait donc nous avons une campagne. Chaque année, nous avons donc une campagne, une tournée, une campagne nationale. Nous avons déjà visité donc la région donc, du Logui-Bois. Nous avons visité la région du Gontougou. Nous avons visité donc, la région de l'Ouest. Et nous avons visité donc, la région d'Aboville, où nous avons rencontré les populations. Et justement, en prélude donc, à l'élection présidentielle, nous étions donc à Ouahin, un village donc, de la région d'Aboville. Nous avons rencontré les populations au cours d'une activité que nous appelons donc la nuit du civisme.
Et donc, c'est une activité que nous menons qui permet donc d'échanger avec les populations rurales, pas seulement les populations des citoyennes, je vais dire des villes. Et nous savons que ces populations ont des activités journalières dans les champs, dans les travaux champêtres, et c'est dans la soirée que ces populations sont présentes. Et donc, nous avons donc ces actions-là de sensibilisation, de donc, des jeunes, des adultes, au respect donc, des termes. Nous avons de bons retours parce que nous avons les représentants dans la zone, comme vous le dites si bien, nous avons donc les représentants de l'administration, les préfets, les sous-préfets, nous avons donc les chefs du village qui sont impliqués dans nos activités et nous avons de bons retours que la formation, les formations, les sensibilisations que nous menons sur le terrain ont d'impact positif sur donc, la population. Merci à vous. Puis on aura l'occasion de vous recevoir encore pour parler de ce sujet très important et pour nous permettre d'avoir un comportement citoyen, être des Ivoiriens nouveaux, bien sûr, pour une belle société. Nous sommes maintenant à l'étape de la dernière ligne droite de cette émission. Aujourd'hui, mardi, thématique droit, ça rimera encore à la médiation. Nous avons ouvert le débat la semaine dernière avec Maître Kwasi Adé Marie-Pascale, qui est avocate, nous le disons, et avec elle, maintenant, nous allons plancher sur les conditions pour une bonne médiation professionnelle. Bonjour, maître. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, les conditions pour une bonne médiation professionnelle, il faut l'accord des parties, il faut un médiateur professionnel et puis un cadre confidentiel. Et on va le faire dans quelques instants, juste après jingle. Petite piqûre de rappel, donc, qu'est-ce que c'est que la médiation? La médiation, c'est un mode de règlement amiable d'un litige avec un tiers appelé médiateur professionnel. Alors, nous allons plancher surtout sur la médiation professionnelle dont vous parlez, procédure judiciaire, procédure exclusivement à l'amiable, qui se passe en dehors du juge. Est-ce qu'on peut avoir la particularité, aller un peu plus en profondeur de ce que vous êtes en train de nous dire à l'instant? Oui, la particularité de la médiation professionnelle, c'est que c'est d'abord une discipline à part entière qui se concentre sur les relations humaines. Elle se passe en dehors du juge, mais elle peut se passer devant le juge qui renvoie les parties en médiation. Mais c'est essentiellement un mode amiable. Donc c'est différent de la voie judiciaire qui est un mode contentieux. Alors, la dernière fois, nous évoquions le fait que ces parties en conflit règlent à part égale les frais de médiation. On prend un cas typique, si l'une des parties n'est pas solvable ou refuse de payer sa part, quel est le recours que l'autre utilise pour l'y contraindre? C'est ce qui fait le charme de la médiation professionnelle. Elle est souple et la loi a prévu que lorsque une des parties ne peut pas payer, l'autre pourrait proposer de payer pour l'autre partie, voyez-vous. Et quand bien même cette partie ne pourrait pas payer la totalité aussi, elle pourrait proposer de payer une partie et la deuxième partie paierait la contrepartie. C'est vraiment souple. Oui. C'est vraiment souple. C'est vraiment souple, mais de manière plus simple. Si on n'a vraiment pas de moyens, on signifie qu'on n'a pas de moyens. Oui, l'autre partie qui a intérêt à ce que le litige soit réglé pourrait proposer de payer la totalité. D'accord. Mais alors, la part revient à chaque partie. À chaque partie. Voilà. D'accord. On a un dénominateur qui est très important, à savoir professionnel. C'est dire que c'est dans le monde professionnel qu'intervient cette médiation-là, exclusivement ou dans d'autres domaines? Non, c'est dans tous les domaines. Je vous l'ai dit lors de la première émission que la médiation professionnelle couvre presque tous les domaines, le domaine sociétal, le domaine social, le domaine civil, maritime. J'ai même donné des exemples. Déclinons donc on va dire son action dans le domaine professionnel. Oui, dans le domaine professionnel, vous voulez dire social, entre un employeur et un employé? Tout à fait. Oui, un conflit peut naître en effet entre un employeur et un employé et les deux peuvent décider, plutôt que d'aller devant une juridiction étatique, de venir devant un médiateur que ces deux parties auraient choisi librement. Et c'est ce médiateur-là qui accompagnera les deux parties. Maître, nous voulons plutôt rentrer dans, on va dire, dans l'usage même.
quand vous êtes en face de deux parties pour une médiation professionnelle, quelles sont les phases et quels sont généralement ce qu'on entend dire et au final, le consensus qui est trouvé aboutit à quoi? Bon, effectivement, c'est un processus. Ça veut dire que ça se passe étape par étape. Voilà. Il y a plusieurs étapes. La première étape consiste à rencontrer les parties, à avoir leur accord pour aller à la médiation, parce qu'il faut que les parties acceptent. L'autre étape, c'est de choisir un médiateur d'un commun accord, parce que dans ce médiateur, les parties placent leur confiance. Ensuite, on arrive au stade de la médiation proprement dite, autour d'une table comme celle-ci, les parties s'asseyent, le médiateur explique les principes et règles de la médiation, les parties les acceptent et enfin, le médiateur va leur demander d'exposer l'historique, l'histoire de leur affaire. C'est ça aussi qui fait la spécificité de la médiation. Le médiateur se penche sur l'histoire des parties, leur passé, avant de venir au présent et avec les parties envisager le futur pour trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Et ça se conclut par un accord fructueux ou bien, s'il n'y a pas d'accord, par un échec de la médiation. De la médiation. Alors, dans ce processus, il peut y avoir un blocage, oui, dans la mesure où les deux parties ne s'entendent pas sur le médiateur. Tout à fait. Voilà. On a recours à quoi? Et puis, est-ce qu'on peut choisir un ou deux médiateurs, un ou plusieurs médiateurs? Oui, pour le choix du médiateur, il peut arriver que les parties ne s'entendent pas. Il y a des mécanismes. C'est pourquoi le médiateur, il est outillé pour, il a des outils pour mettre les parties d'accord. Il va essayer ces différents mécanismes-là. Et si ça ne parvient pas à réunir l'accord des parties, alors la médiation ne peut pas avoir lieu. Parce qu'une partie ne peut pas choisir un médiateur et l'autre. Il faut que ce soit les deux qui choisissent le ou les médiateurs. Comme vous l'avez dit, il peut y avoir 2, 3, 4 médiateurs selon la complexité de l'affaire, selon l'expérience du médiateur, selon la nature de l'affaire, qui peut être une nature hautement technique, qui requiert, par exemple, tel profil de médiateur. D'accord. Alors, Maître, dites-nous, lorsque nous optons pour la médiation et qu'on n'a peut-être pas forcément un consensus sur le choix du médiateur, est-ce que dans la procédure, on peut faire intervenir des avocats ou en aucun cas des avocats s'invitent à la médiation? Les avocats ont absolument leur place dans ce processus. Les avocats accompagnent leurs clients à la médiation, mais la spécificité de la médiation, c'est que la parole est donnée prioritairement aux parties. Parce que ce sont des parties qui ont des besoins, ce sont des parties qui ont vécu une histoire, ce sont des parties qui veulent la raconter, qui veulent faire émerger leurs émotions, faire connaître leurs besoins et intérêts. Donc, dans ce cadre-là, l'avocat est là pour conseiller, pour vérifier que son client comprend bien la médiation. Les avocats sont les bienvenus, absolument. Parce que quand viendra la phase de conclure le contrat et de l'écrire, ce sont les avocats qui font ce travail-là. Donc, voyez-vous, les avocats ont une place. À vous entendre, on pourrait ressortir un mot « patience ». Ouais, donc, il faut avoir de la patience. On sait qu'il n'y a peut-être pas une durée prédéfinie pour la durée d'une médiation, mais est-ce que quand même on peut dire qu'une médiation doit durer 1, 2, 3, 4 semaines? Est-ce qu'on peut se permettre cela? Oui, on peut. Par expérience, une médiation pourrait durer... Pour ne pas exagérer, pour ne pas durer sur l'affaire. Voilà, ça peut aller d'une séance qui dure 2h30. On en vient à conclure des accords en 2h30, jusqu'à 6 mois maximum. Parce que la loi même prévoit 6 mois. Et dans la mesure où on arrive à dépasser ce délai? Oui, pas de problème. C'est la volonté des parties qui prime en médiation. Si les parties veulent aller au-delà de 6 mois, parce qu'elles veulent se donner du temps pour réfléchir, un temps pour aller voir leurs avocats, un temps pour se reposer, pas de problème. La médiation va se prolonger pourvu que les parties elles-mêmes soient d'accord. Alors, Maître, pour en revenir sur l'aspect que j'évoquais tantôt, vous nous avez bien expliqué que les avocats peuvent être présents lors de la médiation. La médiation aussi se fonde sur certaines valeurs, à savoir la bonne foi. Oui. Dans ce cas-là, quand les avocats sont là ou aux sorties de la médiation, quand ça a échoué, est-ce que les avocats, avec des formules qu'on a tendance à entendre, peuvent utiliser ce qui a été dit ici contre l'autre partie et ça et là? Comment ça se passe? Absolument pas. Je vous ai dit lors de mon premier passage ici qu'une autre spécificité de la médiation, c'est la confidentialité. Tout le monde baigne dans cette confidentialité. Mais les avocats sont présents, du coup, ils sont présents. Défendent leurs clients. Oui, ils défendent, mais sans utiliser les preuves ou les pièces
ou les informations ou échanges qui ont été développés ou produits pendant la médiation. Ça biaise pas finalement après les procédures judiciaires qui s'ouvrent? Parce que là, ce sont on va dire, ce sont des données, ce sont des enquêtes même qui sont livrées par les uns et les autres avec la bonne foi, donc avec la véracité. Après, si on ne peut plus les utiliser, ça contraint un peu l'affaire. De toute façon, en médiation, les pièces sont remises uniquement au médiateur. Ah, parce que là, tout le monde va se pencher vers la médiation d'abord pour pouvoir contraindre après l'autre partie à ne plus poursuivre l'affaire au niveau juridique. Non, si la médiation échoue, les parties ont le droit de recourir, de revenir à médiation si elles le souhaitent, autant de fois qu'elles le souhaitent. C'est ça aussi le charme de la médiation. Si elles ne veulent pas, elles saisissent le juge, mais elles ne diront pas au juge, on a dit ceci en médiation, ah oui, on vient le dire. Parce qu'il faut pas... Mais oui, l'avocat le sait parfaitement parce qu'au cours du processus, le médiateur explique aux avocats ainsi qu'aux parties. Tout ce qui est dit reste dans cette salle et ne sort pas et ne doit pas être utilisé. Tout à fait. Un processus qui a quand même ses règles à respecter. Oui. Pour encore plus d'explications, pourquoi dites-vous à tous égards que la médiation est un processus gagnant-gagnant pour toutes les parties en conflit? Oui, la médiation est un processus gagnant-gagnant parce que vous ne verrez pas en médiation qu'une partie a eu tort et l'autre a raison. Oui. Contrairement à l'action judiciaire où le juge tranche, déboute une partie, donne raison à une autre partie. Parce qu'ici, ce sont les parties qui se parlent. Tout est fait ensemble. Dans la communion, dans l'union. Les parties avancent ensemble, parlent, se comprennent, font des propositions mutuellement satisfaisantes et trouvent un accord mutuellement satisfaisant. Donc vous voyez que... Et le médiateur est là justement pour veiller à cela. Que les propositions qui seront faites, que l'accord qui sera conclu reflète l'exacte volonté des parties. Et que ça ne laisse ni l'une ni l'autre. Merci à vous. Merci et puis excellente journée. Nous allons vous retrouver demain avec beaucoup de plaisir, Alix et Anjoal, pour Matin Bonheur sur la chaîne qui rassemble. Portez-vous bien, au revoir.